Merci d'avoir accepté notre invitation à venir débattre avec nous. Et puis merci à tous qui êtes là, attentifs à cette problématique que nous abordons aujourd'hui. Donc le débat qu'on ouvre là avec Clivant, je m'en suis rendu compte notamment, enfin je m'en étais déjà rendu compte depuis longtemps, mais j'ai invité parmi les amis que j'ai invités ou les connaissances que j'ai invitées, j'ai eu des réponses parfois un peu violentes de gens qui voulaient tout simplement ne pas assister à ce webinaire. Donc ça montre à quel point il peut y avoir des réactions très, très épidermiques. Donc, il est un peu nécessaire d'introduire. Donc, je vous rappelle que je vous ai invité à la suite d'un entretien que vous avez accordé au site ouma.com, donc qui est un site d'information qui porte un regard musulman sur l'actualité, au cours duquel vous déclarez, notamment à propos de la controversée charte des principes de l'islam de France. Alors, je dis controversée parce qu'on sait bien que plusieurs associations musulmanes ont refusé de la signer. Donc, peut-être en parlerez-vous au cours de ce débat. Vous avez déclaré, je vous cite, « Oui, réaffirmer que les valeurs de la tradition islamique sont en totale congruence avec celles de la République est de nos jours une exigence éthique et politique. » Alors, congruence, ça signifie emboîtement parfait, équivalence, donc c'est un mot fort. Donc, je pense que vous aurez probablement l'occasion de revenir là-dessus. Alors, votre parcours, c'est celui d'un intellectuel musulman avec une double formation scientifique. Vous avez un doctorat en physique et philosophique. Vous faites partie, à ce que je comprends, d'un islam libéral. Alors, on met libéral entre guillemets. Vous nous direz ce que vous pensez de ce raccourci. Vous êtes aussi président de la branche française de la Conférence mondiale des religions pour la paix, organisation dont j'ignorais l'existence, qui organise des réunions de dialogue interreligieux afin d'échanger et d'intervenir sur des situations conflictuelles, la violence urbaine, le déséquilibre économique, l'extrême pauvreté, etc. Donc je pense que vous aurez peut-être l'occasion également d'en parler. Et puis vous avez été élu président de la Fondation de l'Islam de France, dont l'ambition est de consolider la concorde nationale. Donc moi j'aime bien cette ambition-là, notamment en contribuant à la construction d'un islam de France. Alors on en parle depuis toujours de ce fameux islam de France, qui bute sur toutes sortes de querelles de légitimité, et puis en luttant contre les préjugés de l'ignorance, en montrant notamment les liens qui existent entre l'histoire de la France et celle de l'islam, qui me paraît aussi une démarche positive. Donc je précise, mais vous aurez sans doute l'occasion de le dire, que ce n'est pas une fondation cultuelle, mais une fondation culturelle. Hein. Alors, à quel point peut-on réellement distinguer les deux? Je pense que vous aurez aussi l'occasion de nous le dire. Alors, et puis, vous êtes également membre, si je ne me trompe pas, du Conseil des sages de la laïcité, que j'ai découvert aussi à cette occasion, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et qui est chargé de préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité. Alors moi, j'étais un peu ahuri parce que dans la presse ces derniers temps, on a vu fleurir toutes sortes de controverses à propos de l'Observatoire de la laïcité, qui lui est chargé d'assister le gouvernement dans son action visant au respect de la laïcité en France. Bon, on ne comprend pas très bien ces controverses-là, mais peut-être pourrez-vous aussi nous en dire quelques mots. Alors, au Club des Vigilants, en fait, on est préoccupé par la montée d'un phénomène qui menace notre cohésion nationale. On a constaté qu'une frange non négligeable de musulmans, notamment parmi les jeunes descendants d'immigrés de deuxième et troisième génération, contestent les valeurs laïques au nom d'un islam qui, selon eux, s'imposerait aux lois de la République. Donc, ils refusent l'égalité homme-femme, la mixité dans les lieux publics, voire les entreprises. Ils s'indignent contre la liberté d'expression, etc. Ils affirment que la charia est plus importante que les lois de la République. Si on se fie à un récent sondage, IFOP, qu'est-ce que ça signifie? Alors nous y travaillons depuis plus de 2 ans et nous venons de publier sur ce thème un manifeste et des propositions que vous trouverez sur notre site. Nous l'avons fait dans un esprit constructif, car ce qui nous importe, c'est d'apaiser les relations tumultueuses que cette jeunesse entretient avec une population qui, nous le croyons, désire très majoritairement vivre en paix sa foi ou son absence de foi. Voilà. Pour cela, nous avons besoin d'unir toutes les bonnes volontés. Donc, M. Bencheikh, nous avons principalement 2 interrogations. Alors, qu'est-ce qui fait que l'islam libéral, votre islam, a du mal à se faire entendre en France, notamment auprès de cette jeunesse séduite par une propagande fondamentaliste? Comment vous adressez-vous à cette frange de musulmans-là?
Et puis, que pouvons-nous faire, nous, les non-musulmans de bonne volonté, pour vous aider à consolider la concorde nationale que prône la fondation que vous présidez? Voilà, merci. Et à vous, Monsieur Benchek. Merci bien, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Je suis extrêmement heureux de m'adresser à vous, même par visioconférence. Je le dis sans le fameux exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé pour être agréable à son auditoire. J'ai eu le privilège de m'exprimer devant le club des vigilants du temps de la présidence de Mark Koolman, le regretté Mark Koolman, et à ce moment-là, les rencontres se passaient au Phuket. C'est dire que, hélas, la problématique tout aussi cruciale demeure, parce que c'était globalement sur le même sujet, avec quelques nuances près. Je dis hélas, encore une fois, les choses ont l'air d'être encore dans l'impasse. Mais ce n'est pas une raison pour abdiquer. J'ai une suggestion pour vous. Au lieu d'une conférence ex cathedra introductive, il vaut mieux peut-être tenter de répondre aux deux interrogations fondamentales qui sont les vôtres. Pourquoi cet islam dit libéral? Et le jour où l'on n'aura plus besoin d'une épithète accolée à l'islam, on aura gagné une bonne partie de nos difficultés. Et que doivent faire les hommes et les femmes de bonne volonté pour qu'il advienne. Je ne me rappelle plus, cher Bernard Bougel, sur le temps qui m'est imparti, mais allons-y pour au moins un quart d'heure, 20 minutes, pour laisser davantage le temps au débat. Je regrette que certains de vos membres n'aient pas voulu participer à cet échange, pas parce que ce que je dis est important, mais toute situation épineuse, cruciale, problématique doit donner lieu à, me semble-t-il, à un débat que nous voulons tous serein, objectif, exigeant, pour que nous sortions par le haut d'une crise qui a assez duré. Très bien, 20 minutes, c'est parfait. C'est peut-être même pas... On est à 47. On va dire en gros vers 13h, 13h05, quelque chose comme ça. C'est bien. Donc, toute situation problématique nécessite plutôt de l'aborder avec froideur d'esprit, distanciation, et nous nous y trouvons. Et nous avons véritablement une crise, et j'ai dit que la crise a assez duré. L'autre suggestion, c'est que toutes vos questions sont les bienvenues. Aucune n'est tabou, aucune n'est susceptible de froisser la moindre susceptibilité, j'allais dire, de votre serviteur, où normalement nous devons affronter dans la confrontation des idées pour comprendre, si vous me pardonnez l'anglicisme, moi, point pour rond, qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? D'abord parce que l'islam écrit avec grand I, voilà une difficulté déjà à distinguer de l'islam écrit avec petit i, est en crise. Alors pour que vous compreniez, c'est mutatis mutandis l'équivalent de chrétienté et de christianisme. La majuscule renvoie au monde musulman, à UX, donc au pluriel, à la civilisation islamique, sous-tendu par la tradition religieuse islamique à travers l'histoire. De nos jours, après avoir connu un apogée civilisationnel, a connu une stagnation, une décadence, un coup d'arrêt, une régression, une colonisabilité, le néologisme n'est pas de moi, et une profonde léthargie. Et le réveil de tout cela est extrêmement douloureux. Il y a des raisons intrinsèques propres au monde musulman ou à l'islam avec grand I, et il y a des raisons extrinsèques qui sont venues aussi les aggraver et les alimenter. Nous pourrions en parler tout à l'heure. Et comme nous sommes dans un monde globalisé, les porosités se font aussi, si nous restreignons le champ uniquement
à notre pays, il y a des raisons propres à cette crise en France. Je vous suggère aussi 3 temps dans le petit quart d'heure qui reste. Le premier, une forme d'analyse. Le deuxième, c'est un mode d'emploi pour la sortie de crise. Un constat, une analyse et puis le mode d'emploi pour le troisième volet. Voilà le triptyque que j'ai à vous dire. On est dans cette approche, et M. Bougel, vous avez parlé d'une jeunesse, notamment de 3e génération, d'aucuns parlent de 5e génération, et ce qui est curieux, lorsqu'on est de 5e génération, on doit arrêter l'énumération, même pour la 3e, parce que certains de nos compatriotes sont de 1re génération et on ne leur fait pas savoir, et ils accèdent aussi aux responsabilités. Mais je ne le dis pas pour une quelconque volonté d'emblée d'aggraver le cas clivant du sujet. Je dis il y a une spécificité quand il s'agit d'aborder cette question. Donc, nous sommes arrivés à cette situation propre à notre pays parce que la société française, notre société, est déjà travaillée par de forts courants de sécularisation depuis plus d'un siècle, et pas uniquement à partir des débats beaucoup plus véhéments, beaucoup plus terribles autour de la loi de 1905, c'est que en réalité, petit à petit, sur 80 ans, peut-être un siècle, notre société française commence à être indifférente, voire totalement défiante quant à la question religieuse, aux 2/3, voire aux 3/4. Et donc, voir venir notamment des jeunes gens avec leurs gros sabots, parler religion, voile, ramadan, que sais-je encore, après avoir, si vous me pardonnez l'expression, bouffé du curé, c'est pas pour subir l'imam. Donc il est temps aussi de faire passer l'imam par la même épreuve. Deuxième raison, toujours dans le constat, il y a le terrorisme abject, l'idéologie djihadiste. Ce sont des mots sur lesquels nous pourrions revenir, qui sont venus encore aggraver ce sentiment de défiance. Non seulement la société est heurtée par ce retour du religieux dans sa coloration islamique, et en plus dans une violence sacralisée. Et plus les difficultés que nous connaissons d'ordre interne. Voilà le constat global. Et cette véritable violence, cette crise demeure. Nous en avons, hélas, nous tous collectivement connus et pâtis. Nous avons pâti de ce déchaînement de violence depuis bientôt, pour le dernier épisode, depuis bientôt une décennie. Le criminel Mera a commencé ses exactions au mois de mars 2012 et nous sommes en 2021. Et ça ne nous avait pas laissé tranquilles jusqu'à l'épisode récent de l'automne dernier, à la fois l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat dans l'église Notre-Dame, la basilique Notre-Dame de Nice. C'est dire que notre nation est traumatisée, elle est résiliente, elle est convalescente. Donc, cela explique pourquoi le sujet est clivant, et donc je comprends que nos amis ne veuillent plus, dès lors que le débat est saturé, en avoir encore un autre. Mais je regrette que l'on élude les questions. Deuxième temps, c'est celui de l'analyse. Et sans vouloir faire le pédant, cette analyse nécessite ce qu'on appelle désormais en termes techniques une condensation multidimensionnelle et
plurifactorielle. L'erreur, c'est que lorsqu'on pense qu'une seule approche épuise à elle seule le sujet. Elle doit avoir sa pertinence propre, mais elle n'épuise pas à elle seule le sujet. Là, je vous propose au moins, dans la grille de lecture, au moins une stratification à cette entrée, à cette approche. La première est sociale, ou sociologisante, sans me draper derrière l'excuse sociale. Il n'y a aucune excuse dans ce que je vous dis. Pour l'instant, on est dans une analyse. Et il faut analyser. Et qui dit analyser ne dit pas excuser. Nous avions connu un ancien Premier ministre qui a dit « il ne faut surtout pas comprendre. Comprendre, c'est déjà excuser ». Pardonnez-moi, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi inepte que cette phrase. Il faut comprendre, mais qui dit comprendre ne dit pas admettre. Il faut analyser, qui dit analyser, encore une fois, ce n'est pas excuser. Quand il s'agit d'expliquer, il ne s'agit pas de justifier. Donc, il y a l'approche sociale ou sociologisante. Je vous les énumère et je reviendrai pour l'une ou l'autre. Il y a l'approche politique. Il y en a une troisième qui est géostratégique dans les rapports internationaux. Il y a une quatrième qui est psychanalytique. Il y en a trois autres sur lesquelles je passe rapidement, c'est ce qu'on appelle l'analyse millénariste, apocalyptique, nihiliste. Plus deux autres, voire trois, mais moi j'insisterai que sur les deux dernières, il y a la lecture théologique et une autre culturelle. La dernière sur laquelle je n'ai pas envie de m'appesantir, mais certains la mettent en avant, il y a aussi une approche médiatique du sujet. Alors, je retiens aujourd'hui peut-être trois. L'approche sociale ou sociologisante et l'approche théologique, peut-être culturelle aussi. Les autres, je les passe rapidement. L'approche sociale, il se trouve que le tissu des musulmans de France, le tissu social, la sociographie, je dis bien graphie, je ne dis pas sociologie, donc je suis dans la description, n'est pas harmonisé, à supposer pas extraordinaire que l'harmonie soit l'élite, la classe moyenne et le lumpen prolétariat. Il se trouve qu'en France, le tissu social des musulmans est constitué de deux pôles totalement disjoints. Un pôle minoritaire qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais qui existe. Il est composé d'hommes et de femmes, de souches arabes, la plupart d'entre eux, avec le même accent rocailleux qui les caractérise, musulmans, simplement dans une obséquiosité servile, on leur baise la main parce qu'ils sauvent le marché des yearlings à Deauville et le marché des pouliches à Longchamp. L'hôtellerie de luxe avant le coronavirus fonctionnait bien parce qu'ils en sont à la fois propriétaires et consommateurs. On n'a jamais dit de ceux-là qu'ils sont islamo-gauchistes, islamo-délinquants, islamo-fascistes, islamo-nazis, islamo-racailles, islamo-totalitaires ou que sais-je encore. Et puis on a un autre pôle très important, posant problème, composé d'hommes et de femmes prolétarisés, ghettoisés, marginalisés, défavorisés, banlieusardisés, zonardisés, déshumanisés, déscolarisés et surtout désislamisés. Et l'on assiste à une réislamisation de néophytes, telle une revendication politico-identitaire, sur laquelle on pourrait parler jusqu'à demain matin. L'approche politique est simple. On a investi des milliards, des sommes astronomiques dans la politique de la ville pour le résultat que nous connaissons. Et donc, il y a une frilosité et une myopie d'ordre politique, tout gouvernement successif confondu, pour régler le problème, et il ne l'a pas été. Je vais en parler aussi. L'approche géostratégique dans les rapports internationaux, on en parlera tout à l'heure lors du débat. L'approche psychanalytique, c'est le dysfonctionnement de l'autorité avec l'absence du père, l'absence de repères, les failles identitaires, les carences affectives, etc.
J'y vais directement à la crise théologique. Il se trouve que la pensée théologique islamique est en crise. Elle a un scotum. Le scotum, pour les ophtalmologistes, et s'il y en a parmi vous, je parle sous leur autorité, sur leur contrôle, c'est un point aveugle, c'est la lésion du nerf optique. Et ce scotum est celui de la liberté, des libertés fondamentales, et notamment la liberté de conscience. De l'égalité, l'égalité par-delà le genre, l'égalité ontologique et juridique, l'égalité par-delà l'appartenance confessionnelle. Donc, il y a un travail sur l'altérité, notamment l'altérité radicale, qui est l'altérité homme-femme, et donc cette égalité, puis l'altérité confessionnelle ou d'option métaphysique. La désacralisation de la violence. On ne peut pas, de nos jours, croire qu'il y a une quelconque efficacité à la violence et à supposer par extraordinaire qu'on le pense et que certains lui trouvent une quelconque efficacité, ils vont finir de penser qu'elle puisse être commanditée par la transcendance. Il n'y a pas plus archaïque de penser qu'il y a des phalanges angéliques qui viennent telles des puissances célestes aider les armées terrestres. C'est un archaïsme de la pensée. Et puis le dernier chantier, tout aussi important, c'est celui de l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Il faut arrêter avec le concordisme pathologique qui est, si c'est dans le Coran, on l'accepte, si ce n'est pas dans le Coran, on le met de côté. Donc voilà les chantiers titanesques à la pensée théologique islamique, plus l'approche culturelle. Et il y a malheureusement un défaut de culture. Donc, comme le temps s'écoule et que j'ai promis que j'arrêterai vers 13h05, les 4 minutes qui restent, je vous les donne sous forme télégraphique dans ce que j'appellerais, pour la sortie de crise, un moteur à 4 temps. Le premier temps est celui de la riposte sécuritaire, celle des forces de l'ordre et des forces de renseignement. C'est une nécessité absolue qui est dans un premier temps pour déjouer tous les attentats, pour savoir ce qui se passe sur notre sol ou ailleurs. Le deuxième temps est celui du fameux contre-discours, le contre-prêche, comme disent certains, en tout cas le discours alternatif pour dirimer, pour fendre, contrecarrer le projet de société ou le contre-projet de société voulu par les salafistes, les fondamentalistes, les extrémistes. Et l'idéologie djihadiste ne se combat pas uniquement par une inflation législative. L'arsenal juridique à lui seul n'est pas suffisant. Il peut être nécessaire. La République doit se défendre, bien entendu, sur le plan juridique, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, il faut une réponse d'ordre idéologique aussi, et pour cela, il faut tarir les sources de cette idéologie, assécher le terreau sur lequel prospère l'idéologie extrémiste djihadiste. Le troisième temps, qui est certes nécessaire, mais qu'il lui faut du temps, ce sont les ripostes éducatives et culturelles. Seule l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, les humanités, l'humanisme, conjuguer deux formes d'humanisme, un humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même, et le conjuguer avec l'humanisme hérité des Lumières. L'inclination pour les valeurs esthétiques, la beauté, les belles lettres, les beaux-arts, la musique, la poésie. Donc l'investissement est à moyen, voire long terme. Et dernier temps est celui aussi de la République. J'aime paraphraser la légende de la toile d'Honoré Daumier. Donc je convoque Honoré Daumier, non pas le caricaturiste, mais le peintre.
Honoré Daumier, en 1848, a voulu concourir au prix de l'allégorie de la République. Donc, il a exécuté une toile avec une belle femme plantureuse, allaitant deux nourrissons et un enfant à ses pieds en train de consulter un ouvrage, un livre. Et la légende d'Honoré Daumier pour cette toile est « La République nourrit et instruit ses enfants ». J'ai envie d'ajouter un autre verbe, la République nourrit, instruit et protège tous ses enfants. C'est donc le rôle aussi de la République. À charge pour les musulmans de France, la composante islamique de la nation, à commencer par les hiérarques, d'être à la hauteur et de faire en sorte que les familles éduquent leurs enfants dans l'amour de la patrie. Il n'y en a pas d'autres, ils n'en ont que celle-là. Et donc ça, c'est un devoir civique, un devoir moral et un devoir de patriotisme. Donc ça, c'est une affaire qui doit être prise comme ça à bras le corps. Bon, il est 13h06, donc je me tais. Je suis à votre entière disposition. Pour moi, je n'ai pas de limite. La limite est votre temps à vous pour répondre à toutes vos questions. Merci de m'avoir écouté. Je ne vous ai donné que la 4e de couverture d'un ouvrage à lire en plusieurs volumes, si je puis dire autrement. Donc ça, ce n'est qu'une approche très, très sommaire et très, très globale d'un sujet que nous avons qualifié ensemble de très crucial. Merci, Monsieur Benchek. Comme j'ai le micro, je vais en abuser un peu. Je réagis à deux de vos déclarations ou de vos propositions. La première, l'autonomisation du champ du savoir, qui semble être donc un problème, une des composantes du problème de l'islam avec un grand I. Au fond, c'est les Lumières qui manquent quelque part, que nous avons eues, nous, au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, vous en faites peut-être partie d'ailleurs, est-ce qu'il y a des philosophes ou des traits qui font avancer cette idée d'une autonomisation du savoir dans le monde musulman? Et si oui, où et avec quels résultats? Bien, à une question aussi claire et directe, la réponse est claire et directe. Oui, il y en a. Notre drame, c'est qu'ils ne sont pas connus, ils n'ont pas encore fait école et ils ne sont pas d'expression française. Entendons-nous bien, votre serviteur s'exprime ici en citoyen français avant tout, attaché à la laïcité de notre pays, et donc c'est le citoyen in abstracto de toute autre considération que le fait de faire partie d'une association politique autofondatrice de sa propre légitimité sans recourir à un quelconque principe transcendant pour la consacrer. Voilà, indépendamment de cette phrase, donc c'est plutôt le citoyen français. Donc quand je vous parle, vous ne me voyez pas là, si? On vous voit, si. Ah oui, très bien. Oui, donc, j'étais en train de dire que quand je vous parle du passé de la civilisation islamique, c'est pas pour caresser un passé mythique et révolu et dire que les arabo-musulmans furent grands. Mais ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire le sera forcément ailleurs. Il se trouve que dans notre pays, ce n'est pas le cas en Colombie, au Venezuela, au Brésil, en Argentine, pour ne citer que cette partie du monde, même pas en Espagne, on enseigne qu'entre Héraclite et les présocratiques jusqu'à Heidegger, on enseigne qu'il y a l'apport des philosophes hellénisants musulmans. Ce n'est pas le cas dans notre pays, c'est curieux. Vous savez, quelqu'un comme Alkindus, Rhazès, Alpharadus, Avicenne, Avenpas, Averroès, pour ne citer que quelques-uns parmi les latinisés, sont le maillon entre les présocratiques et de nos jours. Donc ceux-là, ceux qui avaient contribué au corpus du savoir universel, pour peu qu'on s'inspire de leur audace intellectuelle, de leur hardiesse, ça le sera. Le drame, parce qu'il y a un drame,
c'est qu'à un moment donné, on a raté la séquence moment Descartes, moment Freud, et ce qu'il y a entre les deux, Pierre Bayle, John Stuart Mill, Voltaire, Rousseau, etc. Et au lieu de rattraper, d'ingérer, d'assimiler, d'étudier, de critiquer, de dépasser cette séquence, eh bien, de nos jours, et depuis pratiquement un siècle, depuis le wahhabisme, même au-delà, et les frères musulmans, plus la révolution de Khomeini, les trois réunis, nous laissent dans une sorte de marasme et d'indigence intellectuelle, avec des clôtures dogmatiques, des enfermements doctrinaux, une pensée magique, un mélange du fabuleux, du merveilleux dans l'histoire, une dogmatisation même de l'histoire. Donc, on s'en rend compte et on s'en est rendu compte. Et jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de la Fondation de l'Islam de France, et la Fondation tient à traduire de l'anglais, de l'arabe, de l'allemand vers le français les travaux d'islamologues. Quand on dit islamologue, c'est musulmans et non musulmans, de théologiens musulmans, d'intellectuels, de philosophes vers le français, de travaux considérables pour accompagner, j'allais dire, l'héritage des Lumières. Voilà. Nous n'oublions pas que notre ami Paul Hazard, en 1935, dans son ouvrage La conscience de la crise européenne, dit qu'on est passé de Bossuet à Voltaire en 35 ans, de 1680 à 1715. Eh bien, malheureusement, ce passage du tout théologique vers le tout philosophique ou rationnel tarde à venir. Même il y a une régression dans la régression. Vous savez, l'Égypte des années 30 n'est pas l'Égypte de maintenant. Je voudrais vous donner des réponses courtes, mais malheureusement, cet exemple-là me vient à l'esprit à l'instant. En 1937, au Caire, il y a eu un jeune intellectuel pétri des idées de Schopenhauer qui avait écrit « Pourquoi je suis athée ?» C'est Adam Ahmed Adham qui a écrit cet ouvrage « Pourquoi je suis athée ?» Et que penseriez-vous qu'on ait fait de lui? L'a-t-on bastonné? L'a-t-on brûlé vif dans une cage? L'a-t-on flagellé? L'a-t-on oxy? Rien de tout cela. Au bout de 3 mois, un certain Ahmed Zaki lui avait répondu dans un autre ouvrage intitulé « Pourquoi je suis croyant ?» Et le débat pouvait se faire à travers, par ouvrage interposé. Ce n'est plus possible à cause de considérations politiques, et je pourrais passer en revue les raisons intrinsèques de cette crise qui a assez duré. Donc c'est possible. Ils ne sont pas nombreux, mais les Campanella, les Bacon, etc., n'étaient pas nombreux en leur temps. Donc, il suffit qu'ils fassent, j'allais dire, école. Et dans notre pays, c'est possible parce que le ciel est plus clément au-dessus de notre tête. Il y a des jeunes pousses. Le tissu social dont je parlais tout à l'heure et le climat global ne poussent pas à ce que ces jeunes pousses, j'allais dire, puissent émerger, mais nous ne nous désespérons jamais et nous n'abdiquerons pas. Bien, alors je ne voudrais pas abuser non plus de mon pouvoir de micro, mais j'ai réagi à un deuxième point que vous avez évoqué parmi les pistes que vous avez citées. Il s'agit du contre-discours. Si vous avez lu ou si vous, pour ceux qui assistent à cette conférence, si vous allez sur notre site, vous verrez que parmi les propositions que l'on a faites, que l'on est en train de faire sur justement la manière de résorber la crise actuelle, figure effectivement ce contre-discours. La question qui se pose, c'est comment le créer, qui doit le créer, qui est légitime pour le créer, et comment le véhiculer auprès de ceux qui en seraient les destinataires, qui sont au fond les déviants, entre guillemets, qu'on évoque depuis le début de ce débat. Alors, vous avez raison de poser la question, et nous préférons, comme la sémantique a une très grande importance, nous préférons parler plutôt d'un discours alternatif. C'est plutôt
le contre-projet social et politique des salafistes ou des extrémistes qui est à contrecarrer et à dirimer. Donc, nous préférons plutôt parler d'un discours. Alors, c'est aussi, curieusement, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'action de la Fondation de l'Islam de France, c'est cette fameuse œuvre de traduction. Vous avez des théologiens musulmans d'expression arabe qui ne sont pas connus en France et dont la production n'est pas accessible en français parce que cette œuvre n'est pas traduite. Donc, nous la traduisons. Elle reste d'un très haut niveau intellectuel. Donc, il nous incombe, paraphrasant Emmanuel Macron, je ne sais même pas si c'est pertinent ou pas dans le domaine économique, quand il parle du ruissellement, nous voulons faire en sorte que le ruissellement des idées arrive notamment auprès de cette jeunesse à la fois incarcérée et sévissant dans les quartiers dits difficiles et qui n'ont que 300 mots pour s'exprimer. Et quand on n'a que 300 mots pour s'exprimer, on est potentiellement violent. Donc, il faut ramener cette connaissance en jouant sur les idées fanatiques, sauf que malheureusement, il y a un vieil adage qui dit que les idées fanatiques sont comme des clous. Plus on tape dessus, plus elles rentrent. Donc, il ne faut pas taper dessus directement. Il y a lieu à trouver ce qu'on appelle des stratégies de contournement. À eux, on ne dira pas ça, bien sûr, il faut une propédeutique. Et donc, il y a une période dite de désengagement avant la fameuse déradicalisation, un travail de désengagement au niveau des idées, sur des considérations religieuses et aussi théologiques. Ce travail se fait dans les prisons, pas avec de l'aumônerie pénitentiaire, ça se fait avec des médiateurs et des éducateurs. Et puis, pour ce qui concerne la Fondation de l'Islam de France, mais j'arrêterai de parler d'elle, c'est aussi son université populaire itinérante. Elle était itinérante avant la crise du coronavirus. Nous allions de quartier en quartier, de ville en ville, de cité en cité, descendre dans l'arène au lion, la fosse au lion, l'arène, on allait là-bas se confronter à cette jeunesse véhémente, virulente, violente, et discuter idée par idée sur des bases théologico-religieuses. Donc, après, petit à petit, on les amènera, si je puis dire, à l'opéra et leur parler de l'enlèvement au sérail, composé par Mozart, qui présente le Pacha Sélim comme un homme longanime et magnanime qui consent à restituer l'amoureuse à son fiancé. Vous voyez, la gamme est très importante. Donc, 300 à 400 mots pour s'exprimer. Nous avons appris à dire meuf, rhum, keuf, feuge, etc. Mais comme il ne faut pas niveler par le bas, petit à petit, leur donner la volonté de sortir de cette situation. C'est un travail de longue haleine, mais il faut commencer. Le plus grand voyage commence par un pas et nous avons fait quelques petites enjambées. Très bien. Alors, on va peut-être parler un petit peu laïcité, puisque c'est quand même un des piliers sur lesquels repose notre République aujourd'hui. Et j'ai une question de Jean-Claude Azra qui dit ceci: comment expliquer la laïcité telle qu'on la pratique en France, en classe, un collégien ou un lycéen musulman, sans le heurter? Il n'y a aucune raison de le heurter. Enfin, s'il est heurté, il est là pour apprendre. Et donc, le travail est tel que ça doit commencer dans les familles. C'est pour ça que je dis que les hiérarques musulmans, les imams, les éducateurs, les acteurs religieux, les prédicateurs, les aumôniers, les recteurs de mosquées, etc., plus les familles elles-mêmes, doivent expliquer une chose de la plus haute importance et qui a été centrale dans la civilisation islamique, c'est le respect du maître. Lève-toi devant le maître et marque
et exprime les marques de prééminence, le maître a failli être un prophète. C'est dans la tradition elle-même. Donc, le professeur et l'élève ont une relation asymétrique. J'ai envie de parler d'un enseignement socratique. C'est descendant, c'est le professeur qui enseigne. Donc, il n'y a pas à tenir compte du fait d'être heurté ou pas heurté. Ça, c'est une première chose. L'autorité doit revenir à la République, l'autorité doit revenir aussi à l'enseignant. Nous avons pâti d'une école post-68 tard, c'est facile que de parler comme ça, mais il est temps de revenir à l'autorité du maître et à cette relation asymétrique et au mur infranchissable entre le maître qui dispense le savoir et l'élève qui le reçoit. Il peut interroger, il peut demander une explication, mais il ne peut jamais être dans la défiance ou de ne pas l'accepter. Et donc, là aussi, il faut que notre corps enseignant soit formé à la laïcité, ce qui est loin d'être le cas. Maintenant, je suis vraiment désolé de ne vous donner que d'une réponse comme ça superficielle, c'est toujours par manque de temps. D'abord, la laïcité dans notre pays n'est plus ou n'est pas un concept autosuffisant. La meilleure preuve, c'est qu'on éprouve le besoin de lui accoler une épithète. Si c'était le cas, on n'aurait pas éprouvé ce besoin. Or, des grammairiens nous disent, méfiez-vous du qualificatif ou méfiez-vous de l'adjectif qui affaiblit le substantif. La justice sociale n'est pas la justice tout court. La démocratie participative n'est pas la démocratie tout court. Donc la laïcité, si on lui adjoint positive, ouverte, intelligente, inclusive, ce n'est pas la laïcité tout court, et ça sous-entend qu'il y a ce qu'on appelle les antonymes, négative, fermée, stupide, exclusive et que sais-je encore. Donc ça, c'est déjà un problème. Deuxièmement, il faut peut-être distinguer les valeurs du principe. La laïcité est un principe, ce n'est pas une valeur, c'est un principe juridique qui s'adosse peut-être à un ensemble de valeurs, c'est très bien, ou un corpus de valeurs, mais c'est avant tout un principe juridique, et comme tout principe, il n'a qu'à s'appliquer. Et c'est un principe juridique qui n'a pas d'épaisseur idéologique. Ce n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Ce n'est pas l'anti-religion. Ce n'est pas une doctrine qui rivalise avec les doctrines. C'est même la possibilité que les doctrines et les religions puissent exister dans le respect de la loi. C'est un principe aussi de liberté. La liberté de croire, de ne pas croire et de pouvoir changer de croyance, ce qu'on oublie d'ajouter. Donc, c'est aussi la neutralité de l'État quant aux affaires religieuses et à la religion de ne pas se mêler des questions politiques. C'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et la loi prime la foi. Ce sont des choses que nous connaissons, que nous maîtrisons, donc il faut trouver, et c'est le génie, j'allais dire, du professeur, de rendre cela possible à des gamins, garçons et filles, dès le collège pour le comprendre. Déjà, pour qu'ils le comprennent, il ne faut pas qu'ils trouvent chez eux un autre discours qui sape ce qui a été enseigné. Donc, c'est pour ça que ça doit aller de pair à la fois à l'école publique, à l'école de la République, mais aussi, et c'est pour ça que nous insistons, sur un énorme travail d'éducation dans les familles et aux alentours des mosquées, surtout dans les centres culturels et dans le lieu du débat. Et c'est avec la connaissance que nous sortirions encore une fois de l'ornière. Alors, il y a une question qui porte, et même deux questions d'ailleurs, qui portent sur le soufisme d'Alain Granger-Cabane, qui pose la question suivante. Dans quelle région du monde et à quelles époques l'islam soufiste a-t-il été dominant? Et il rajoute à cette question une seconde question. Quel pourcentage des imams de France peuvent se revendiquer de cette tradition?
Alors, si vous me permettez, je réponds par la seconde question, j'allais dire le second volet, parce que je ne sais pas, sincèrement. Les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sous la torture. Il y aurait dans notre pays 2623 mosquées selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. À ma connaissance, mais c'est global, on aurait sur les 2623 mosquées, peut-être un bon tiers d'imams normaux, si je puis dire. Que veut dire cet adjectif? Ils ne sont pas des salafistes au sens fondamentaliste, parce que les mots doivent être expliqués. Ils ne sont peut-être pas dans une tradition soufie, ce sont des imams apaisés, paisibles. On aurait peut-être un bon tiers de traditionalistes et peut-être aussi un bon tiers, y compris dans les grandes mosquées, d'imams qui n'ont pas réactualisé leurs connaissances. Surtout ce qu'on appelle les imams détachés. Et Emmanuel Macron a raison de vouloir arrêter ce détachement, parce qu'ils viennent avec des idées qui, déjà dans leur propre pays, posent problème. En Algérie, auprès de la jeunesse, au Maroc, en Égypte, en Turquie, sous Erdogan, a fortiori quand ils viennent penser que la société française est permissive, dissolue, dépravée, etc. Bon. Donc, les imams ont besoin aussi d'une formation, d'abord sur le plan théologique, culturel, religieux, confessant, mais aussi sur le plan civique, civil, républicain, laïque, etc. Et c'est pour ça que nous leur donnons des bourses pour aller compléter leur formation. Maintenant, pour le premier volet, oui, à travers l'histoire, il y a eu des moments où le soufisme était présent. Je vous cite simplement deux cas. On pourrait faire toute une conférence ad hoc là-dessus, mais les deux cas que je vous cite, ce sont celui d'abord d'une mystique, d'une femme soufie, la fameuse Rabia, morte en 801, 802, donc on est au tournant du 9e siècle, et qui était une joueuse de flûte, une femme qui a connu les nuits orgiaques, comme on dit. Elle s'est détournée de l'amour des hommes pour l'amour de Dieu, dit-on. Et un beau jour, on l'avait trouvée avec un seau d'eau dans une main et une torche dans l'autre. Et on lui avait dit, mais oh Rabia, que fais-tu par là? Elle a dit, je vais incendier le paradis et éteindre l'enfer. Pour que les hommes, lorsqu'ils s'adressent à Dieu, ils ne s'adressent pas à lui par intérêt d'aller jouir des délices paradisiaques et pas par peur de l'enfer. Et elle s'est mise à déclamer le fameux poème des deux amours. En s'adressant à Dieu, elle disait « Je t'aime de deux amours, un amour visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi. Quant à l'amour de la passion, c'est que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi. Et quant à l'amour vraiment digne de toi, c'est que tes voiles tombent et que je te vois. Ni en l'un ni en l'autre, nulle gloire pour moi, mais louange à toi et pour celui-ci et pour celui-là. » Donc ça, c'est le premier exemple. L'autre, le second, comme ça il n'y aura pas de troisième, c'est celui d'Ibn Arabi, Docteur Maximus, le plus grand maître de tous les temps, le plus grand métaphysicien, disent les non-musulmans. 1165 à Murcie, en Andalousie, 1240 à Damas, il n'a fait le voyage qu'une seule fois dans sa vie, il est mort à Damas. Et lui, dans son traité d'amour, a déclamé ce fameux poème « Mon cœur est devenu capable de toutes les forces. Prairie pour la gazelle,
idole pour le non-croyant, Kaaba pour le pèlerin, feuillet de la Torah et du Coran, Kaaba pour le pèlerin, et je ne professe que la religion de l'amour, où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi. Donc c'est vrai qu'avec la tradition soufie qui est au cœur de la religion islamique, elle n'est pas à la périphérie ou à la lisière, il y a une place prépondérante pour l'amour, pour la compassion, pour la sollicitude, pour la prise en compte de l'intérêt d'autrui. Je finirai par ce vieil adage connu chez les soufis: Ô Seigneur, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisé, chacune d'elles puisse recevoir une parcelle. J'arrête là parce que, encore une fois, si on doit parler du soufisme, il faut qu'il y ait un colloque ad hoc pour voir toutes ses facettes et toute sa richesse. Alors ensuite, on a une question plus concrète qui est posée par Claude Pillon. Le Coran est non seulement un code spirituel, mais aussi un code civil, ce qui peut poser des conflits avec le code civil français. Il donne pour exemple l'héritage, par exemple, qui traite différemment le garçon et la fille. Et il conclut par la question: ne faudrait-il pas revisiter le Coran? Qui est une vaste question. Oui, l'exercice aujourd'hui, c'est d'être impressionniste, j'allais dire, à la manière des partouches mes réponses, parce que le sujet est fractal. C'est une idée qui en appelle une autre et qui en appellera encore une autre, etc. Deux réponses. La première: nous sommes dans un État laïque et c'est le droit positif qui s'applique. On n'a pas à tergiverser, il n'y a aucun atermoiement. La dévolution successorale, donc l'héritage, se fait avec des notaires qui doivent appliquer la loi. Le garçon et la fille doivent avoir la même chose, point. Ça ne souffre aucune tergiversation. Je ne comprends pas, pour ma part, pourquoi, lorsque il y a des parts d'héritage en Égypte, au Maroc, en Algérie, on en tient compte de ce qui se passe là-bas. Dans notre pays, nous appliquons la loi française. Maintenant, pardonnez-moi, c'est avec beaucoup de respect que je vous dis cela, en aucun cas et d'aucune manière, le Coran n'est un code civil. En aucun cas et d'aucune manière. Vous avez 6236 versets coraniques, à supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente, ce dont je ne suis pas sûr. Mais à supposer par extraordinaire qu'elle ait une quelconque pertinence, sur les 6236 versets coraniques, vous en avez entre 150 et 200 qui seraient d'ordre prescriptif. Donc vous avez un rapport de 1 à 30. Mais il n'y aurait eu qu'un seul verset qui poserait problème sur ce point, il aurait mérité qu'on s'y intéressât avec sérieux. C'est vrai que sur les 23 années lunaires, le temps de la prédication mohammedienne, le temps de l'apostolat du prophète, il y a eu des passages, et surtout après l'hégire, donc on est dans la période médinoise, qui sont d'ordre prescriptif, normatif, on aurait dit législatif, mais ces versets-là ne sont qu'une jurisprudence à un moment donné de l'histoire pour faire passer des individus de l'état tribal à une sorte de confédération de croyants. Rien d'autre. Donc, pour l'époque, ça pouvait s'appliquer. Le fait de donner je ne suis pas en train de faire l'apologie du Coran maintenant, mais le fait de donner une demi-part pour la fille, alors que le garçon a une part entière, pour l'époque, c'était un progrès spectaculaire. Qu'aucune autre tradition religieuse ne donnait, d'ailleurs, aux filles, et les filles elles-mêmes faisaient partie du patrimoine allégué. Le fils héritait des femmes de son père, hormis sa mère propre pour des raisons évidentes d'inceste. Donc, la fille était réifiée, ou la femme était réifiée. On pouvait la troquer contre une gazelle ou une chamelle.
En réalité, les choses étaient un peu plus contrastées que cela. Donc, lui donner une demi-part avec l'autonomie financière et elle n'était pas tenue religieusement de subvenir aux besoins du foyer et elle bénéficiait du douer. Le douer, ce n'est pas la dot, c'est le mari qui lui offre quelque chose. Pour l'époque, ça apparaissait non seulement spectaculaire, mais ça donnait l'air que c'était équitable. S'y tenir dans une vision fixiste, fossilisée, cryogénisée, est un non-sens total. Et donc, les législations doivent être, à mon sens, dans les contextes islamiques, c'est pour ça qu'il faut mener ce travail de réforme et de refondation de la pensée théologique islamique dans notre pays. J'ai dit tout à l'heure que le ciel est plus clément au-dessus de notre tête, pour que l'on puisse transmettre ailleurs cette modernisation et qui était possible dans la Tunisie de la fin du 19e siècle et surtout dans la Tunisie sous Bourguiba. Ça a failli se faire. Il y a eu les réponses, les pesanteurs des islamistes après coup. Donc, le débat y est. Le législateur dans ces pays-là est en train de veiller, de faire en sorte de ne pas subir les foudres des islamistes, là où il faut la volonté politique. Mais de toute façon, ce qui nous concerne, et dans notre pays, c'est le droit positif et la loi commune et la législation qui émane, j'allais dire, de la sagesse de nos législateurs, et la fabrique de la loi se fait au Parlement. Bien, alors il y a une autre question sur le devoir de patriotisme que vous avez évoqué à un moment de votre exposé, une question d'Olivier Artigue qui dit « Le devoir de patriotisme peut paraître utopique dans une société où les Français, y compris non musulmans, l'ignorent eux-mêmes, pour une grande part. Par quel chemin y arriver ?» Alors, j'ai un exemple, enfin une réponse, et après peut-être on trouvera le chemin. Pris dans les mêmes conditions, pris dans le même terreau, nous avons 20 fois plus de jeunes gens qui vont à la défense nationale comme recrues de l'armée qu'aller faire du djihadisme. J'ai dit tout à l'heure que les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sous la torture. Il y a 1500 djihadistes en gros, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Il y a 30 000 soldats de confession islamique dans nos armées. Les chiffres sont ceux de l'aumônerie militaire, et c'est l'aumônier en chef précédent, puisqu'il a changé depuis le mois de janvier, qui me l'a dit et qui le fait savoir. Et ceux qui sont dans les OPEX, les opérations extérieures, en Afghanistan, ou dans l'opération Barkhane, ou au Tchad, bien entendu. Donc, cet exemple à lui seul parle, et ils viennent des mêmes quartiers, comme on dit, des mêmes zones difficiles, des mêmes quartiers sensibles. Voilà un exemple. L'autre, mais beaucoup plus fondamental, le nationalisme, c'est la guerre, pour reprendre la phrase de Mitterrand. Et le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie. Et il se trouve que dans la tradition religieuse islamique, il y a ce fameux aphorisme, maxime, parole, hadith du prophète, l'amour de la patrie est une marque de foi, où que l'on se trouve. Et donc, cet amour de la patrie est intrinsèque, j'allais dire, à l'affection et à l'amour que l'on doit avoir pour ses racines. Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé de 5e génération. Et j'ai parlé aussi, je n'ai pas encore fait, je le dirai maintenant, il y a à tenir compte des fameux tribus, le tribut du sang, le tribut de la sueur et le tribut des larmes, de la composante islamique de la nation, et ceci n'est pas connu. Savez-vous, mes chers amis,
que dans la nécropole du côté de Douaumont, il y a davantage de tombes portant le prénom Mohamed que le prénom Martin, et le troisième, c'est Mathieu. On a 1700 Mohamed pour 600 Martin et 300 Mathieu dans une même nécropole. Pour cette région-là, celle du chemin des Dames, etc. Pour aussi le tribut, j'allais dire, de la sueur. Ce sont les fameuses 30 glorieuses. Et le tribut des larmes, je ne cite que l'exemple de l'attentat odieux de la promenade des Anglais. Il y a eu 86 victimes, dont 33 victimes musulmanes. Comment l'a-t-on su? C'est au moment des sépultures. Donc, cela sous-entend que la violence terroriste islamiste abjecte est quelque chose qui doit faire en contre-réaction, que l'ensemble de la nation puisse agir ensemble pour la contrecarrer. J'ai parlé d'une nation résiliente et convalescente au sein de laquelle la composante islamique est partie intégrante. Donc voilà, le reste, enseigner le patriotisme à l'ensemble de nos concitoyens et surtout ceux qui sont en devenir de l'être, ça devient aussi la mission de l'école. Moi, je rêve, j'ai parlé de l'autorité de la République, je rêve aussi du lever du drapeau dans les établissements scolaires, je rêve que tous nos établissements scolaires soient pavoisés. J'ai été moi-même responsable d'un établissement scolaire et d'un campus, même au-delà, avec des résidences, etc. Et j'ai tenu à ce que l'établissement soit pavoisé aux couleurs nationales. Donc, ce sont des petites choses. L'hymne national doit avoir aussi son importance, que ce soit dans les familles ou ailleurs. J'ai invité, une jeune femme à la fois citoyenne, impliquée dans l'action politique, mais aumônier, on ne dit pas aumônière pour les femmes, comme pèlerin ou comme témoin. Eh bien, elle me disait, mes parents m'ont fait aimer la France et je fais aimer la France à mes enfants. C'est la voie indiquée. En dépit de la situation que nous connaissons, y compris malheureusement d'un certain triomphe idéologique qui apparaît ou dans les réseaux sociaux ou dans certaines stations satellitaires ou certaines chaînes de télévision privées. Voilà. Alors ensuite, j'ai deux questions qui se recoupent un peu. Je vais vous citer comme ça. Donc, Jean-François David dit, mais si vous étiez aux commandes, donc membre du gouvernement, quelles seraient vos 2 ou 3 premières actions ou préconisations dans le cadre de cette problématique d'apaiser les tensions? Et puis une question de Clive Hall qui va un petit peu dans le même sens. Quelles sont vos propositions concrètes pour résoudre les problèmes que nous avons évoqués avec les dérives islamistes en France? Alors pour le premier point, je ne voudrais pas jouer au renard qui n'a pas atteint la grappe de raisin. Il dit « Ah, c'est amer » ou « Ce n'est pas encore bien mûr ». Mais pour l'instant, et je ne fais pas le coup de l'actuel garde des Sceaux, moi ministre, jamais. Mais quand je vois dans quelles conditions nos gouvernants agissent, je peux comprendre que certains ne veulent pas y aller, pas par frilosité ou volonté de ne pas assumer les responsabilités, mais bon. Mais à supposer par extraordinaire que ce soit le cas, et ça rejoint l'autre question, ce n'est pas parce que je suis encore président de la Fondation de l'Islam de France, c'est qu'une institution telle que celle-là, qui est jeune, elle a 4 ans d'âge et elle entame sa 5e année, et qui n'a pas vocation à vivre sur les deniers publics, il faut l'aider. Il faut l'aider parce qu'elle a des missions régaliennes de l'État
notamment dans le domaine éducatif. L'aider pour qu'elle ait ses propres ambassadeurs, ses propres délégués dans ses quartiers. L'aider pour que son campus numérique puisse être le premier site francophone de référence. L'aider pour que l'islamologie savante puisse être une discipline de prestige dans notre pays et une discipline à l'université qui recouvre ses droits, ses lettres de noblesse. On ne peut pas encore accepter dans notre pays de parler de l'islam en termes de certificat de virginité. Ça n'a absolument rien à voir. Si on savait la civilisation du raffinement, de l'hédonisme, de l'art de vivre, de ce qui se passait dans les jardins de Samarcande sous Tamerlan, ou ce qui se passait à Cordoue, cette société où les femmes passaient pour des femmes dissolues par la chrétienne ou la juive quand on voyait la musulmane. Donc, réactualiser tout cela, c'est un énorme travail au niveau des connaissances, c'est vrai. Et je suis d'avis, et je reconnais le premier, que ce n'est pas une mesure immédiate, dont le fruit est immédiat. C'est clair. En revanche, commencer. Ce travail de médiation et de désengagement dans les prisons, un peu à la manière de ce que fait le CIPDR, le Comité interministériel de la prévention de la délinquance et pour la déradicalisation. Nous travaillons d'ailleurs de concert avec eux. Nos universités itinérantes doivent reprendre parce que pour l'instant elles sont digitales. Les web TV et les web radios, parce que pour l'instant nous subissons ce que j'appelle l'islamisme numérique. Les youtubeurs, les instagrammeurs, les fameux chers Google 2.0, les imams qui sévissent sur Internet, et pour pouvoir les contrebalancer, il y a cet énorme travail à former d'abord les formateurs, mais les quelques imams progressistes, nous les connaissons, quelques-uns, au moins qu'ils puissent être mieux suivis et leurs paroles puissent arriver. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, à mon sens, c'est cela. En même temps, monter des grands colloques internationaux sur la liberté de conscience, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'importance non négociable de l'égalité homme-femme, les sujets que nous avons abordés, la désacralisation de la violence, etc. Et donc, ce travail, j'allais dire, thérapeutique. D'abord, il faut un bon diagnostic afin de trouver la médication appropriée et continuer dans la prophylaxie, dans la prévention. J'ai eu une discussion avec le président Macron et je lui ai dit, Monsieur le Président, un jour de l'opération Barkhane, c'est 2 millions d'euros. Un mois, c'est 60 millions. Une année, c'est 720 millions d'euros. Nous avons des moyens epsilonesques. Encore une fois, nous devons nous débrouiller tout seuls, mais il faut vaincre l'inertie de départ. Et c'est pour ça que dans son discours au Murau, le 2 octobre dernier, il a consenti à donner une dotation de 10 millions d'euros à la Fondation de l'Islam de France. C'est très bien. Maintenant, on a une gouvernance, nous continuons à travailler et nous œuvrons inlassablement pour cela. C'est un sacerdoce laïque, certes, mais nous œuvrons inlassablement pour cela. Et si nous pouvions, mais ça ne nous relève plus de nous, apaiser notamment au niveau de certaines chaînes de télévision et au niveau médiatique. En finir avec ce débat oiseux sur le voile, sur la mixité sociale, etc. Je ne dis pas qu'il faut les éluder, je ne dis pas qu'il faut esquiver le choc des idées, je ne dis pas qu'il faut mettre la poussière sous le tapis, absolument pas, mais les aborder avec hauteur de vue, avec froideur d'esprit,
avec distanciation, avec intelligence, avec maîtrise même du vocabulaire. Tout à l'heure, notre ami Bernard Bougel a parlé de la charia, à juste raison, mais la charia n'est pas une loi de coupeur de main. La charia est un apax, un mot qui n'a fait qu'une seule apparition dans le corpus coranique, dans le sens d'ordre, pas dans le sens de loi. Ordre au sens de l'ordre juste, comme aurait dit Ségolène Royal. Et jusqu'au 19e siècle, on ne l'appliquait pas, si je puis dire, dans l'acception qu'on le connaît. Soleiman le Magnifique n'a jamais appliqué la charia. Le droit était de type séculier. On l'appelait le Magnifique ici, mais on l'appelait chez lui, si je puis dire, le législateur. Il produisait du droit. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faudrait maîtriser. Et donc la maîtrise du vocabulaire, le labyrinthe sémantique, nous en avons marre de tous les mots en islamo, enfin que nous soyons musulmans ou pas, je les ai dit tout à l'heure, islamo-gauchisme. Si au moins nous parlions de l'islamismo-gauchisme, ou à l'extrême rigueur du gaucho-islamisme, ou de la collusion entre la gauche ou l'extrême gauche et les thèses islamistes, parce qu'on considère que les soi-disant musulmans sont les damnés sur la terre. Et tout à l'heure, j'ai parlé du lumpenprolétariat. Donc, c'est la maîtrise du sujet qui nous fait défaut. Nous avons entendu des vedettes célébrissimes du 20h faire des confusions terribles, des hommes politiques. Nous en avions eu un qui était ministre de l'Intérieur, pressé de devenir président de la République et qui est venu plastronner sur le perron, il n'y a pas de perron, place Beauvau, disant j'ai nommé un préfet musulman. Or, le dit préfet n'était pas musulman. Et on le lui a fait savoir, on lui a dit, mais monsieur le ministre, Aïssa Dermouche n'est pas musulman. Il a dit, ah bon, mais ça se voit. Et donc, on a confessionnalisé en ethnicisant. Aïssa Dermouche a le même génotype que Saint-Augustin, tout simplement, parce qu'il se trouve qu'il est venu de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, c'était le préfet du Jura. Il n'est pas resté dans la préfectorale. C'est pour vous dire que tout le champ sémantique a besoin aussi d'être maîtrisé. De mon point de vue, il y a de la plus haute importance. Et, dernier point, les réseaux sociaux, tout à l'heure j'ai dit que c'est important, je ne veux pas me contredire, mais il se trouve que les réseaux sociaux sont aussi le magma de tous les défouloirs. Et il y a lieu d'éduquer, encore une fois, c'est le mot, la jeunesse musulmane. Sans prendre à la jeune Mila ou réagir à tort ou à raison, parce que ce serait une manipulation de quelques gens d'extrême droite sur l'histoire d'Évian, du fameux litre et demi d'eau à boire. Si ça devait émaner de cette jeunesse musulmane, c'est qu'on est encore une fois dans la stupidité et on a cru épuiser la totalité de la donne identitaire dans la donne religieuse. Or, l'identité, cette fable philosophique, comme disent certains, est plurielle, composite, diversifiée, dynamique, vivante. Elle ne peut pas être monocolore ou univoque et uniquement d'ailleurs religieuse. Et d'ailleurs, même la religion, ce n'est pas l'identité. Donc, c'est ce travail à la fois de conception, de réflexion à avoir, parce qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où naviguer, et aussi l'action pour mettre en adéquation la fameuse réflexion. Je suis navré, je suis resté dans les cimes éthérées intellectuelles, alors que votre question, c'est quelles sont les mesures à prendre concrètement. C'est surtout ne pas envenimer le débat. Pour que nous sortions de la tenaille identitaire dont les deux mâchoires se rapprochent, et je ne les mets pas sur le même pied d'égalité, on a l'islamisme radical et le terrorisme abject qui se rapprochent de l'autre mâchoire, celle de ce que j'ai appelé tout à l'heure le triomphe identitaire d'une vision extrême de notre société. Alors,
Peut-être comme avant-dernière question, je voudrais vous reposer la question que je vous avais posée au début. Que pouvons-nous faire, nous, les non-musulmans de bonne volonté, pour vous aider à consolider cette concorde nationale? Qu'attendez-vous de nous? D'abord, pardon, ce n'est pas un sophisme, mais une rencontre telle que celle-là, même si c'est par les moyens technologiques, est en soi, y contribue. Donc, dire à vos amis qui n'ont pas voulu, ce n'est pas pour ma petite personne, à la limite, ce n'est pas ça l'important, c'est qu'il ne faut jamais éluder ce sujet. Et je peux comprendre que les uns et les autres ont eu leur overdose. Je peux le comprendre. Et le débat est saturé. Faire en sorte qu'il ne le soit pas. C'est tout. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est peut-être cesser, mais ce n'est pas le cas du Club des Vigilants, bien au contraire, sa bonne volonté à supposer qu'il me soit permis de parler ainsi n'est pas à démontrer, bien entendu. Mais il faut cesser, me semble-t-il, de raisonner dans les deux sens d'ailleurs, en termes de eux et de nous, et que eux, ils ne sont pas chez eux, chez nous. Nous faisons partie d'une même nation. Je ne parle plus du vivre ensemble, ça n'a plus aucun sens. Nous sommes ensemble, mais sommes-nous dans la défiance, dans la méfiance, dans le conflit, ou voudrions-nous faire en sorte qu'il y ait une mosaïque humaine, vivante, avec synergie, symbiose, une volonté commune d'asseoir les fondations d'une nation commune, solidaire, prospère et fraternelle. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc certains ont perçu dans notre pays que l'évolution même de l'identité de la France, pas l'identité nationale, a évolué. Ils le perçoivent comme un traumatisme. Nous avons le vicomte vendéen qui vient pérorer sur les chaînes de télévision pour dire des quartiers entiers sont soumis à la charia. Des pans entiers de la société française sont soumis à la charia. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable que de venir parler comme cela. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est de dire d'un côté, et j'insiste parce que je tiens beaucoup à la parabole évangélique de la poutre et de la paille, dans une situation d'incompréhension, de conflit, de mésentente, d'incompréhension, c'est de voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à la parole donnée, les manquements à l'intelligence, les manquements à l'éthique, les manquements à la solidarité, avant de voir chez autrui la responsabilité du chaos. Donc c'est ce travail sur soi, en soi, qui est nécessaire. Donc l'éducation, l'instruction, etc., le travail dans les familles, le travail dans les mosquées, et surtout peut-être cesser, me semble-t-il, ça va m'attirer des inimitiés sérieuses de la part de mes corélégionnaires et de mes compatriotes musulmans. Cesser peut-être de construire des mosquées. Nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin d'universités, nous avons besoin d'instituts culturels, d'écoles de musique. Nous avons besoin d'autres choses sur le plan de la culture et de la préparation du citoyen que de continuer encore à construire une énième mosquée. Et que l'argent, parce que sur les 2623 mosquées dont j'ai parlé tout à l'heure, à 90% ont été construites par l'argent des fidèles, que cet argent aille dans d'autres champs d'investissement de la préparation de la jeunesse, notamment musulmane. Donc ce que le Club des Vigilants peut faire, et au-delà, nos compatriotes non musulmans, c'est de comprendre une chose, et j'arrêterai là. Nous disons que notre identité française repose sur une roche-mère qui se trouve être chrétienne. Parce qu'il faut distinguer la France éternelle, la France qui vient du fond des âges. J'ai un accent gaulien maintenant. La France généreuse, celle des droits de l'homme. C'est cette France-là qui repose sur la roche-mère chrétienne. Et c'est une réalité, on n'a qu'à voir la toponymie des lieux. Saint quelque
choses, Saint-Étienne, Saint-Brieuc, Saint-Quentin, etc. Les belles cathédrales, les beaux vitraux, etc. Il y a aussi l'apport des familles juives, la composante juive, la famille Binteboun, la famille Rachid, autour du grand rabbin de Troyes, etc. Et nous oublions aussi qu'il y a un apport de l'élément islamique. Par la toponymie des lieux dans le sud de la France, Ramatuelle n'est que corruption de Rahmatullah, Narbonne, Carcassonne, Perpignan, etc. Et petit à petit, et notamment à partir du Second Empire, il y a une composante islamique qu'il ne faut plus percevoir comme étant invasive, intruse, adventice, allogène, alloglotte, incongrue, étrangère. C'est ce regard qui doit être important. Alors certains, certes, sont traumatisés par cet état de fait, d'autres non. Et puis un dernier point, avoir un regard froid sur la séquence de la décolonisation aussi. Cette réconciliation des mémoires, les aborder d'une manière sereine, dans une volonté de construire un avenir commun. Je dis toujours, ça sera mon dernier mot pour cette réponse, notre nation est en devenir et elle aura un avenir. Et nous tenons à ce que cet avenir soit radieux. Il nous incombe de faire en sorte qu'il soit radieux et c'est notre responsabilité. Et c'est la responsabilité de tous les citoyens, hommes et femmes de bonne volonté, et le fait de participer à notre discussion y contribue grandement. Il me reste à vous remercier pour cet entretien qui était vraiment très riche. Probablement, certains des participants trouveront qu'il a été un petit peu de très haut niveau et peut-être pas suffisamment concret. Il y avait des questions sur la nourriture halal, il y avait des questions sur tout ça. Mais bon, ça nous donnera l'occasion. J'y répondrai volontiers. Volontiers. Ça nous donnera l'occasion peut-être de nous revoir ultérieurement. En tout cas, merci à vous, merci à tous les participants. Et à très bientôt.